Donc on est en décembre, on est devant un mouvement qui prend une ampleur considérable. D'abord, je veux dire, les jeunes qui vont frapper à la porte des institutions dans la ville de Sidi Bouzid, puis toute la ville, puis la région, et puis très vite, partout en Tunisie, il y a des mouvements qui se développent parce que la dictature a fait ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire réprimer. On tire à balles réelles, on poste des gens sur les toits, on tire sur les obsèques des premières victimes, etc. Et donc on est vraiment au cœur même de la manière dont fonctionne la dictature. Et donc cette poussée s'élargit considérablement et se constitue véritablement un front très large, spontané, mais aussi qui se radicalise. Très vite, on voit apparaître des pancartes, des slogans criés ou écrits qui mettent en cause non seulement les conditions de vie, d'existence, la précarité, le travail mal payé, les diplômes qui ne servent à rien, etc., mais on dit aussi dégage. Ça aujourd'hui fait le tour du monde, mais je veux dire, au point de départ, ce type de slogan lié, je veux dire, à la nature du régime, s'adressant directement et de manière radicale et finalement peu polie à quelqu'un dont on a passé avec lequel on a passé 25 ans à devoir faire la courbette, à devoir payer, à devoir subir sa photo à toutes les occasions, et en particulier le 7 novembre, c'est vraiment une des formes claires que c'est le pouvoir de Ben Ali, sa dictature et tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est protégé par Ben Ali. Alors, donc ça, c'est le début de la révolution, je veux dire, du processus révolutionnaire. Ce qui est significatif, c'est qu'à un moment donné, des couches qui ne sont pas précarisées, qu'on pourrait appeler les classes moyennes, mais qui sont fragilisées par le pouvoir, simplement parce qu'elles doivent payer des bakchiches, parce que des promotions, des choses comme ça ne fonctionnent pas bien et qu'il y a toujours des tonnes de bureaucratie et de corruption qui tournent autour, ces couches-là se mettent aussi en route derrière et elles appuient le mouvement populaire. Et donc là, la majorité, se forme une majorité qui ne veut plus du pouvoir. Et le pouvoir ne sait pas quoi faire. Il hésite. Ben Ali fait des discours tous les 2 jours à la télévision et il hésite entre la répression féroce, ce qu'à mon avis une partie de son armée et de sa police est prête à faire, et d'essayer d'amadouer, de dire qu'on va donner, il propose dans un élan qu'on connaît ailleurs, d'ailleurs, de créer 50 000 emplois dans les quelques semaines qui suivent, et 500 000 emplois. Les gens se disent, écoutez, il est ridicule. Les jeunes savent bien qu'en 23 ans, il est incapable de faire les emplois dont ils ont terriblement besoin. C'est pas en quelques semaines, subitement comme ça, qu'il va créer de manière artificielle des emplois. Donc il ne croit pas du tout à ces promesses, et donc on est dans cette logique-là. Donc on a un mouvement important, puis, je veux dire, il est évident que dans les milieux du pouvoir, dans la classe dirigeante, chez les patrons, même si beaucoup d'appareils d'institutions sont maîtrisés par l'appareil de la dictature, il y en a aussi qui craignent que la dictature, si elle est emportée, qu'eux-mêmes soient emportés avec. Et il est clair que l'impérialisme, par exemple, français, américain, sont derrière et peut-être utilisent ou poussent une partie de la classe dirigeante à faire comprendre à Ben Ali qu'il faudrait peut-être mieux soit qu'il mette de l'eau dans son vin, soit qu'il dégage et qu'on ait encore le temps, selon eux, de trouver une solution de transition dans laquelle ils gardent le pouvoir. Et donc la deuxième phase peut-être au moment du départ, elle commence avec le départ de Ben Ali et l'installation rapide de son ancien Premier ministre, Ranucci,
dans un gouvernement provisoire. Donc c'est le début de la contre-révolution. Il y a une montée puissante du mouvement populaire, et puis il y a un coup d'arrêt avec le départ de Ben Ali. Tout le monde est joyeux, on tire plus sur la foule, mais on tire en l'air. Les gens s'organisent parce que tous les nervis de Ben Ali sont encore là, sont présents, ils ont des armes, ils ont de l'argent, ils foutent le bordel un peu partout. Il y a des embuscades, on tire sur des gens, on ne sait pas très bien qui est qui, etc. Donc tous ces gens qui ont vécu sous la domination de la dictature prennent l'espace public, occupent les rues, la journée, la nuit, etc., bravent le couvre-feu. Donc voilà, on est dans une situation un peu... souvent on dit que c'est ça la révolution. En fait, c'est pas ça qui est la révolution. La révolution, c'est effectivement la volonté de changement des gens et le fait qu'à un moment donné, ils sont majoritairement, que plus personne ne croit que le pouvoir est encore légitime. Donc cette crise de légitimité s'accompagne aussi d'une grande nervosité, et la contre-révolution s'appuie ou même crée la terreur dans le pays pour effectivement essayer de ramener, d'amener une partie de la population à vouloir le rétablissement de l'ordre. On a donc une période avec un gouvernement provisoire, je dirais à peu près jusqu'à la mi-mars, plusieurs versions d'un gouvernement provisoire où subitement apparaissent des technocrates qui ont servi dans des grandes institutions financières, à la Banque mondiale, etc., dans des grosses banques françaises, qui apparaissent comme ministres, qu'on ne les a jamais vus nulle part, et ça répond en partie à la poussée, notamment du syndicat UGTT, qui a été déterminant. Cette poussée était déterminante dans le processus révolutionnaire, parce que dès que l'UGTT a rejoint partiellement dans certaines régions, totalement dans d'autres, le mouvement de contestation, dès qu'elle a prêté ses locaux pour le départ des manifestations, dès qu'elle a abrité les gens contre la répression, etc., je veux dire, la nature de la révolution changeait aussi, parce qu'en fait, il y avait une jonction qui s'était opérée entre les précaires, les travailleurs et la classe moyenne. J'ai déjà dit, ça faisait un front relativement large, mais le rôle de l'UGTT, notamment de certaines régions, était vraiment important. Certaines branches syndicales, les enseignants par exemple, les travailleurs des télécommunications, ont été vraiment à la pointe. Ils étaient déjà réputés comme étant combatifs, mais là vraiment ils ont joué un rôle important, structurant le mouvement, lui donnant une consistance plus ouvrière aussi, plus politique quelque part, et c'est ce qui était déterminant. C'est pas par hasard que Ben Ali part le jour d'une grève générale déclenchée par l'UGTT. Et donc, dans cette effervescence, il y a une contre-offensive de la part des classes au pouvoir, qui avait peut-être été un peu mise dans l'ombre par le pouvoir de Ben Ali. Évidemment, on ne voyait pas très bien c'était qui cette classe, mais c'est des gens qui, grâce au bakshish, grâce au fonctionnement mafieux, ont mis la main sur un certain nombre d'entreprises, soit totalement, soit partiellement. C'est en partie dans la famille de Ben Ali, au sens large, et de sa femme, mais c'est aussi des milieux qui sont liés à des grandes entreprises européennes, par exemple. Une entreprise comme Orange, par exemple, qui avait obtenu la licence de la téléphonie, une licence pour la téléphonie mobile, c'est une filiale de France Télécom, qui est un groupe puissant. Mais France Télécom a aussi des filiales qui travaillent pas loin de Tunis, dans lequel elle traite tout ce qui est la maintenance à distance, donc de tous les téléopérateurs, tous les centres d'appel, etc. Il y a plus de 15 000 travailleurs tunisiens qui travaillent en fait pour des grosses boîtes européennes, mais qui travaillent à Tunis parce qu'ils parlent français, parce qu'ils parlent italien, parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils sont des diplômés, et ils travaillent eux aussi pour 150 €, alors qu'un téléopérateur en Europe, il est
autour de 1200, 1300 euros. Donc voilà, on est aussi dans des mécanismes comme cela. Donc cette classe sociale qui avait le pouvoir et qui veut le garder, ben, s'organise et met en place un gouvernement provisoire dans lequel d'anciens RCD sont encore présents, des anciens ministres, etc. Et le mouvement social, lui, par contre, dit Ben Ali dégage, mais RCD dégage, il faut dissoudre le RCD. C'est un parti lié à la dictature, c'est un parti État, pratiquement 2 millions de membres au RCD. C'était une machine de guerre phénoménale. Il y avait une section du RCD dans toutes les entreprises qui souvent était en concurrence contre l'UGTT, même quand l'UGTT était dans le giron du RCD. Donc voilà, on est dans cette logique-là. Donc cette deuxième partie, c'est vraiment la contre-révolution, et le mouvement des masses, ben, je veux dire, gagne la capitale finalement. À un moment donné, les gens de toutes ces régions déshéritées, de Sidi Bouzid, de Gafsa, du Sud, de Kasserine, etc., montent à Tunis avec des caravanes, avec des camions, des tracteurs, etc., et toute une foule de jeunes qui ont fait la révolution dans leur région viennent occuper la Casbah. La troisième période, je vais dire, c'est après le début de la révolution, la contre-révolution, c'est essayer de gagner le cœur du pouvoir qui est, la Casbah, c'est une place charmante, mais qui est entourée de tous les ministères, qui est juste au-dessus de la Médina de Tunis. Et c'est un lieu symbolique, évidemment, parce que cette place est occupée par ces pauvres qui viennent des régions totalement déshéritées. Ils sont là, ils obligent le Premier ministre à changer de local et à s'exiler, lui, ailleurs que dans ses bureaux. Le ministère des Finances est aussi bloqué totalement. Donc voilà, on a une occupation de la Casbah qui donne lieu à une deuxième radicalisation, plus politique. Parce qu'en fait, ce lieu où des centaines et des milliers de personnes passent, discutent. On voit des jeunes de Gafsa ou Sidi Bouzid qui discutent avec des avocats, et ils discutent sur qu'est-ce qu'il faut installer, est-ce qu'il faut une démocratie parlementaire, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut encore un président, comment est-ce qu'on doit l'élire, etc. Il y a vraiment une discussion, une effervescence importante, une sorte de mai 68, mais localisée autour de la Casbah, et ça radicalise le mouvement. Il y a des milliers, c'est une école de cadres à ciel ouvert. Donc ça, c'est un élément fort important, et on a bien conscience que tant que la Casbah tient, les mouvements ailleurs tiendront, parce qu'ils s'alimentent les uns les autres. Et tant qu'il y aura des mouvements, ben, il y aura des raisons de continuer à discuter et à occuper la Casbah. Donc voilà, on est dans cette situation-là à ce moment-là. Et puis, ben, je veux dire, il y a de la répression. Le gouvernement provisoire lâche sur 3 ou 4 points qui semblaient essentiels aux gens de la Casbah, à la gauche de manière générale, et 4 revendications populaires. Bon, Ben Ali est parti, mais sa police restait là, sa police politique restait là, et elle a réprimé des manifestations, même après le départ de Ben Ali, de manière radicale, extrêmement violente. Et donc, le gouvernement provisoire avance sur un certain nombre de droits démocratiques. D'abord, on obtient la libération de tous les prisonniers politiques, et les premières libérations se font, je dis pratiquement, les gens ouvrent les prisons et les gens partent. Et on voit par exemple sortir les journalistes et les syndicalistes de Gafsa qui avaient été emprisonnés après les grèves du plateau minier. Officiellement on dissout la police politique, on reconnaît un certain nombre de gens dans leurs droits démocratiques, donc il y a un certain nombre de choses. Et finalement Ranouchi, Premier ministre pendant 12 ans de Ben Ali, est obligé de démissionner et il est remplacé. Donc là, il y a eu un certain nombre d'avancées, on lâche du lest pour ne pas lâcher l'essentiel. Je pense qu'il y a un certain flou qui s'installe peut-être à ce moment-là. Peut-être que certains ont l'impression qu'ils sont en train de gagner. En fait, je pense que peut-être qu'on est en train de les endormir un peu. Il y a une revendication importante qui est
qui était et qui reste d'obtenir une nouvelle constitution, donc d'avoir les élections pour une constituante, pour une assemblée constituante. Là aussi on lâche du lest et on a une assemblée constituante qui est lâchée. Et puis on a une nouvelle période qui s'ouvre, qui a un peu une sorte de statu quo en fait. Statu quo entre forces révolutionnaires et contre-révolution, entre un gouvernement qui a changé, je vais dire, son habillage, sa façade, hein, qui sert de... Il y a quelques jeunes ministres, il y a des gens qui sont moins liés au RCD, ou du moins ne connaissent pas leur passé, ou pas totalement. Ils apparaissent plus comme des technocrates. C'était aussi une revendication, notamment du GTT, qui disait on a besoin d'un gouvernement technicien, pas d'un gouvernement politique qui impose ses points de vue, mais d'un gouvernement provisoire qui expédie les affaires courantes. Tiens, encore un trait commun avec la Belgique, on avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes, mais qui en fait, derrière les affaires courantes, expédiait aussi tout le pouvoir et tout le pouvoir des entreprises.